Merci beaucoup à tous les intervenants, vraiment. Je pense qu'on s'y connaît tout le monde un peu, mais c'est toujours tellement informatif d'avoir les dernières nouvelles du terrain. Bon, évidemment, on rentre dans une nouvelle ère complètement, là. En Amérique du Nord, partout dans le monde. En ce moment, particulièrement au Québec, avec tout ce qui a été nommé. Alors, moi, j'ai 2 questions pour chacun d'entre vous, peut-être rapidement. Là, on a 2 minutes. Premièrement, tu sais, par exemple, aux États-Unis, il y a, je sais pas, 20 millions de sans-papiers. Ils ont tous développé une sous-économie. Ils n'ont pas le droit de faire des affaires, ils le font pareil. Ils font avec rien quelque chose parce qu'ils n'ont pas le choix. Entre autres, par rapport aux organismes communautaires qui étaient polyvalents, qui pouvaient offrir tous les services à tout le monde. Il y a une partie probablement pas le choix, 0 ressources, où est-ce que tout le monde se spécialise, puis toi, tu fais juste les violences conjugales, puis toi, tu fais, tu sais. Alors, est-ce que c'est possible imaginez le worst case scenario, là, si on n'a plus du tout d'argent du public tout d'un coup demain matin, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, c'est quoi le railway pour les runaways, dans le sens, repenser en étant positif et ça, pour, entre autres, tu sais, la question des télécommunications, puis l'intelligence artificielle, puis comment repenser avec moins de ressources, faire les choses différemment, puis oui, moins avec, comme, tu sais, dans le sens, se forcer parce que vraiment pas le choix à court terme. Puis l'autre question, c'est, je vais y aller en vous pointant, si toutes les personnes qui débarquent au Québec, on va dire les travailleurs en particulier, ils se font donner immédiatement le statut permanent, avant de parler français. Statut permanent pour tout le monde, OK? Comment tu penses qu'ils débarquent ici avec le statut permanent, enfants, conjoints, c'est pas clair leur français, ça serait quoi une bonne façon de faciliter leur francisation pour des personnes qui ont un statut stable, y compris qui sont capables aussi de faire de la circulation, la migration circulaire, capables de quitter puis rentrer au pays. Mais alors, au niveau de penser le français, non pas comme pour empêcher les gens d'avoir accès aux droits parce qu'ils parlent pas assez bien français, on leur donne pas droit, on leur donne pas droit tant qu'ils parlent pas français, ils parleront jamais français parce que ça marche pas notre système. Comment, si on leur donne un statut à tout le monde, comment faciliter la francisation? Au niveau des travailleurs étrangers, en ce moment, en employabilité, là, c'est pas compliqué, il n'y a plus de services pour eux. Mais si c'était l'État qui, d'emblée, offrait à toutes les personnes qui débarquent sous permis de travail du placement payé, donc des personnes subventionnées pour les aider à se placer, que ce soit au Québec ou peut-être même au Yukon, s'il y a des possibilités au Yukon. Ça veut dire quoi? Faciliter, pour le gouvernement ou l'État ou les subventionnés par l'État, ce placement-là à travers le Canada, des personnes qui débarquent sous permis de travail ou qui débarquent aux frontières pour demander l'asile. Comment faire un placement généralisé qui fonctionne? Puis même, dernière question, donc, si on a justement un système où c'est l'État qui sponsorise 20 000 électriciens, puis 54 soudeurs, 50 000 soudeurs, puis c'est plus les employeurs là, qui sponsorisent ici et là pour leur propre usine. C'est le Québec qui va chercher 50 000 personnes puis qui fait rentrer. Donc, quel genre de rôle on peut penser pour les groupes communautaires dans une société où ce serait où l'État aurait une responsabilité totale, c'est-à-dire totale dans le sens de on vous donne un statut permanent, on sait qu'il y en a juste la moitié d'entre vous, la moitié qui vont rester au Québec, puis on sait qu'il y en a l'autre moitié qui, après 4 ans, va être retournée ailleurs, puis c'est correct. Comme une espèce de voir complètement l'immigration différemment que, honnêtement, comme on la voit aujourd'hui. Donc, en 30 secondes chacun. Mais il y a peut-être aussi d'autres questions, évidemment. Là. Ben, je vais commencer. Excusez, on a dépassé un petit peu 13 heures. Oui. Mais on a Gabriel ici qui prépare ses réflexions. Donc, un tour de table, puis on passe à Gabriel. Oui. Pour répondre à la question, si tout le monde maintenant arrive avec les statuts de résident permanent, c'est sûr que ça va donner beaucoup de stabilité. Les gens sont capables de se projeter peut-être pour ces 5 ans, 10 ans. Si les gens viennent ici comme des immigrants, aujourd'hui c'est difficile de se projeter avec tous les changements. Mais
dans une hypothèse où tout le monde arrive avec la résidence, les gens pourraient comme se projeter comme dans le futur, faire des plans, faire des parcours et pas comme changer chaque, mettons, avant on disait 2 semaines, 2 mois, 6 mois. Je pense aussi que c'est assez important d'avoir des organismes communautaires sur le terrain quand des gens arrivent pour faciliter l'intégration. Ça, c'est sûrement, je dirais, la clé parce que quand les gens arrivent, ils ne sont pas comme des réseaux. C'est important, c'est pour intégrer comme la communauté québécoise, le voisinage, faire des activités comme des intégrations et aussi la francisation. Je dirais comme si on arrive avec les statut de résident, on peut se sentir peut-être plus important de la communauté. On fait partie peut-être on se sent pas tout de suite peut-être canadien, mais peut-être qu'on a envie de s'impliquer un peu plus de la communauté. Et je dirais que ça pourrait être sûrement positif. Après, sûrement, il peut y avoir aussi des gens qui prennent le chemin. Même, tu sais, la colonisation à l'époque, bon, avec tout le génocide autochtone, mais je veux dire, il y a une partie on donnait des terrains pour attirer les gens. Tu sais, si on n'a plus de travail forcé, là, puis des travailleurs étrangers temporaires qui sont obligés d'être sur la Côte-Nord dans un emploi que personne ne veut faire, mais comment la Côte-Nord peut attirer même, genre les employeurs puis les communautés, si vous avez plus de droit à des travailleurs liés à l'employeur puis que c'est juste du monde super ouvert qui accède au statut permanent, comment tu fais même en sorte qu'ils vont travailler dans ton village? Comment tu fais pour les attirer? C'est un sujet qui a déjà été abordé dans les discussions qui traitaient de l'abolition des permis de travail fermés, où est-ce qu'on se disait, mais quelle alternative on peut offrir aux gens, au gouvernement, plutôt qu'un permis fermé en lien avec une entreprise? Il y avait des permis ouverts, il y avait des idées de permis ouverts par région, par sous-région, par MRC, par type d'emploi, par spécificité. Mettons que c'est ouvert, vous n'avez pas le choix, là. Vous devez les attirer, grande séduction. Tu fais quoi? Ben, dans ce cas-là, un peu comme mon collègue l'a dit, on agirait sur ce qu'on fait déjà dans la région du Bas-Saint-Laurent, sur l'attractivité, avec des organismes comme notamment Place aux Jeunes, qui pourraient s'extrapoler à un peu toutes les clientèles. Est-ce qu'on peut dire on te donne une auto, on te donne une maison, on te donne un terrain? Mais je sais pas, il n'y a pas des terrains au Québec de vide, vacants? Ça s'est déjà fait dans le Bas-Saint-Laurent. En Italie, c'est 1 euro, là, les maisons. Dans les zones rurales. 1 euro, la maison. En Italie. Ouais! Ça me semble créatif pour attirer le monde. Ouais, non? Ça donne envie d'immigrer. Je peux-tu juste intervenir? Il faut juste faire attention aux inégalités que ça crée avec la population native. C'est toujours un enjeu parce que aussi, il y a beaucoup de méconnaissances. Ça crée de la méfiance. Mais là, s'il y a des... Faut y penser d'une façon que ça soit... Oui, que ça soit pour tout le monde. Parfait. Ouais, la Côte-Nord qui donne des terrains, il faut que ce soit aussi pour les Québécois, là. C'est ça, OK, parfait. Ah oui. On s'entend. Mais je suis curieuse, ça prend des idées différentes. Allô tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Ça marche? Oui. Alors, j'ai le beau rôle. Je dis des belles paroles, mais je fais juste répéter ce que tout le monde a dit. Je prends les meilleurs des présentations. D'abord, ce que je voulais faire, c'est juste résumer tout ce qu'on vient d'entendre, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été présentées, mais il y a beaucoup d'éléments communs dans tout ça. On vient de vivre une période qui n'est pas nécessairement terminée, où on a vécu un grand nombre de changements sur les politiques affectant les personnes immigrantes et qui ont eu des degrés variables selon les changements concernés, mais généralement insuffisants de préavis, de consultation, de planification, de rigueur, en réfléchissant par exemple à la manière exacte que ça va être appliqué, et aussi au niveau de l'arrimage avec les autres programmes sociaux et les autres politiques publiques et toutes les conséquences que ça va créer pour les personnes en effet domino par la suite. Et on a aussi l'impression que tous ces changements sont faits pour essayer de répondre à des stéréotypes, des préjugés, un changement de l'opinion publique par rapport à la question de l'immigration, plutôt que l'analyse, la planification des programmes et des politiques publiques desquelles on s'attend des gouvernements provinciaux et fédéraux. Donc, on sent ce qu'on pourrait appeler peut-être un flirt avec le populisme, autant au niveau provincial que fédéral. Et aussi, ce qui a été mobilisé, c'est des discours
et des liens questionnables. On a parlé de la crise du logement, par exemple. Donc, on a entendu, on blâme les immigrants pour le manque d'action au provincial et au fédéral des 20 dernières années dans la construction de logements et de logements sociaux et abordables. Aussi, ce genre de lien-là est questionnable sur le plan scientifique. La croissance soudaine de la population par l'immigration peut avoir un effet à très court terme sur le marché du logement, mais à long terme, l'effet est neutre. Qu'on ait augmenté la population de 100 000 personnes dans une ville par les naissances ou par l'immigration, va avoir le même effet à long terme sur le logement. Donc, il faut casser ce genre de raisonnement et de liens faux. On a mobilisé la capacité d'accueil. C'est une notion floue et peu ou mal étudiée et mesurée. D'ailleurs, les mêmes gouvernements l'ont artificiellement réduite, parfois en coupant dans les programmes qui aident à assurer l'accueil des immigrants. Et c'est aussi une question, c'est un problème d'administration publique. Règle générale, les immigrants temporaires payent de l'impôt et ont moins accès à des programmes sociaux que les résidents permanents et les citoyens. Donc, si on augmente notre population par des gens qui payent autant d'impôts, mais ont moins accès aux services publics, comment est-ce qu'on manque d'argent pour financer les services publics? Donc ça, c'est des problèmes au niveau de l'administration publique, pas au niveau des immigrants. Et finalement, on a aussi mobilisé la question des fraudes et la crainte des demandeurs d'asile qui seraient issus des étudiants étrangers. Sauf qu'on le sait, il y a très peu de fraude au niveau de l'immigration et il y a aussi très peu de fraude au niveau des demandes d'asile. Et ça aurait pu être adressé chirurgicalement sans bouleverser l'ensemble des programmes. Donc, on a tout ce constat-là qui ressort dans l'ensemble des présentations. Et moi, dans mon travail au quotidien, en tant qu'adjoint de circonscription, on voit les conséquences, on aide les gens à essayer de se démêler avec les options qui leur restent, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été coupées, les pistes de solutions. Et il n'y a personne qui est content au quotidien de cette vague de changement. Ça ne crée pas de contentement. Donc, c'est vraiment difficile de comprendre ce qui s'est passé pour moi. Et il y a des pistes de réflexion sur les solutions qui ont été évoquées, mais j'invite tout le monde à réfléchir vraiment sur cet élan-là pour la suite, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on sait tout ça, qu'on se comprend à ce niveau-là? Est-ce qu'il faut faire ce que les gouvernements ne font pas? Est-ce que c'est nous qui devons organiser la concertation, les discussions, planifier les programmes à leur place et leur arriver avec des solutions toutes faites plutôt que d'être en mode réaction, comme on l'a entendu suggérer tantôt? Mais il y a aussi d'autres manières d'agir. Il y a de consolider certaines luttes puis créer des solidarités. On l'a vu beaucoup dans les dernières années, de plus en plus de solidarité sur la lutte des travailleurs en général et la lutte des travailleurs immigrants. De plus en plus de syndicats s'intéressent à la question du droit des travailleurs immigrants. Mais il y a encore aussi des zones d'ombre sur ce plan-là. Par exemple, les travailleurs migrants agricoles qui sont complètement exclus de la possibilité de former des syndicats au Québec. Donc, il y a toujours de la matière à réfléchir à comment on peut davantage consolider les luttes, puisque les droits, règle générale, sont indissociables. Donc, si on défend les droits des travailleurs et les travailleurs migrants, on va améliorer les conditions de travail des deux catégories de droits. Et finalement aussi, on a la question de la redynamisation des régions, qui est une autre lutte qui peut être faite conjointement avec la lutte des droits des travailleurs, qui sont des pistes de réflexion que je propose à tout le monde. Merci. Merci tout le monde d'être venu aujourd'hui. Il est déjà passé 13 heures. On a encore nos invités qui sont là si vous voulez venir à eux et à elles et leur poser des questions. Monsieur Boisvert, qui était absent pendant la période des questions, est là aussi. Donc, je vous remercie beaucoup. Je trouve qu'on a couvert énormément. Tous les panélistes étaient vraiment excellents. C'était super complémentaire. On a touché à tellement de mesures, à tellement d'effets. Et le constat général est quand même assez dramatique, on va dire, tant pour les entreprises que pour les personnes migrantes, que pour les régions, les intervenants aussi.
J'ai beaucoup aimé que ce soit mentionné les effets sur les personnes sur le terrain qui se remettent en question. Ça soulève beaucoup d'enjeux. Je pense que beaucoup de gens ici s'identifient à tout ça. Puis oui, je vais prendre un dernier commentaire. Je voulais poser seulement une question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bien? Parce que sinon, je vais sortir ici tout découvert. En matière d'immigration temporaire, on n'entend pas trop de bonnes nouvelles ces temps-ci. Malheureusement, la politisation, comme on mentionné, M. Boisvert de l'immigration fait des dommages considérables, tant pour les immigrants que pour la société, mais il va y avoir des choses positives. Ça a tellement indigné tellement de monde qu'il y a comme un mini-effort de concertation, de mobilisation. Je pense qu'il y a comme... ça arrive été. Oui. Je pense que oui. Ben, on avait déjà eu un éveil avec la pandémie. Ouais. C'était retombé, mais là, je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui est impacté par ce qui se passe. Donc, ça touche tout le monde, ça touche la population. Puis, oui, Amélie avait quelque chose à dire. Je me disais qu'une bonne nouvelle, c'est que, par exemple, je trouve que les personnes qui sont issues de l'immigration font preuve de beaucoup de résilience. Puis la résilience, ce n'est pas la résignance. La résilience, c'est leur capacité à rebondir. Donc, je crois que ça touche des personnes qui sont très fortes, qui ont une capacité d'adaptation extrême. Ça leur crée du stress, de la précarité, oui, mais c'est vraiment des personnes qui sont prêtes à rebondir et qui rebondissent probablement déjà depuis longtemps dû à certaines situations, certains enjeux politiques dans leur pays, par exemple. Donc, moi, j'essaie de faire confiance aussi à la capacité de résilience et de créativité que ça peut amener chez les humains, chez les individus. Ça, c'est une introduction. J'essaie de trouver une solution politique quand il n'y en a pas. Mais, donc, je vais conclure là-dessus. Je vous informe aussi que le 2 octobre prochain, on a une autre activité, une demi-journée complète où on va entendre parler de secteur d'emploi. Donc, dans le projet Partant, on a des rapports sectoriels et on va avoir hôtellerie, restauration et santé. Un travail sur les préposés aux bénéficiaires, un travail sur les travailleurs migrants temporaires dans l'hôtellerie-restauration. On a aussi un projet sur les permis de travail fermés avec les PMF. Donc, ça va être une demi-journée très, très riche avec beaucoup de résultats de recherche réalisés avec les partenaires. Donc, je vous invite le 2 octobre, restez attentifs, notre page Facebook, si vous voulez laisser votre adresse courriel derrière, c'est possible aussi. Et je vous remercie encore à tout le monde. Bonne journée.